19h30 dans la capitale gabonaise et à travers le territoire national. Bienvenue à cette principale édition d'information du soir. Au sommaire de ce journal, les chrétiens du monde entier commémorent la fête de l'Ascension, la montée du Christ au ciel. À la paroisse de Saint-Michel d'Nkembo, dans le 2e arrondissement de la commune de Libreville, les chrétiens sont venus nombreux commémorer cette Ascension. Vous aurez les détails tout à l'heure avec Inès Ngunga Mombo. La journée de l'Europe célébrée hier soir à Libreville, la capitale gabonaise. Les Européens s'inquiètent de la tournure des événements politiques au Gabon. Les détails, ce sera dans quelques instants avec Ephraim Biyogedzo. Nous débutons ce journal avec du social et l'insalubrité dans la capitale gabonaise depuis plusieurs semaines. La belle cité croupit sous l'état d'immondice, faute d'une réelle politique entre l'État gabonais et la société en charge de la collecte et du ramassage des ordures ménagères. Une situation qui ternit l'image de la belle cité. Ephraim Biyogedzo. Libreville, la capitale gabonaise, reste malgré tout plongée dans l'état d'immondice. Ce, malgré la reprise des activités de l'entreprise en charge de la collecte et le ramassage des ordures ménagères. Un seul problème demeure cependant, dont l'État peine à trouver les solutions, à savoir le site devant abriter la toute nouvelle décharge qui, une fois mise en exploitation, devrait permettre de désengorger non seulement la capitale gabonaise Libreville, mais aussi d'autres communes qui rencontrent les mêmes difficultés. Ovendo, Akanda et Ntoum sont notamment cités au titre des bénéficiaires. La zone d'Igoumi, située au sud de Libreville, dans la commune Ovendo, dont le cadre répond parfaitement à la demande des plus hautes autorités, serait le nouveau site devant abriter la prochaine décharge publique. Pour que celle-ci soit active, des moyens devraient être consentis par l'État gabonais, avait affirmé l'un des responsables de Verda à la sortie d'un tête-à-tête avec l'actuel ministre de l'Intérieur. Aujourd'hui, si Libreville est plongée dans l'état d'immondice, ce n'est nullement la responsabilité des entreprises en charge du ramassage des ordures ménagères. Et décidément, la capitale gabonaise n'est donc pas la seule ville du pays qui croupit sous l'état d'immondice. La Port-Gentil, la capitale économique, l'est aussi. C'est le cas au quartier Ntchengue où les habitants dénoncent cet état de fait et mettent en doute la qualité du travail de la société en charge de la collecte et du ramassage des ordures. Un reportage d'Extranel au Venondon de Média Plus. Le quartier Ntchengue se distingue en ce 1er mai 2018, journée dédiée à la fête mondiale du travail, par des tas d'immondices qui jonchent depuis plusieurs jours les abords de la chaussée, la principale ralliant cette partie du 4e arrondissement de la commune de Port-Gentil au centre-ville. Une situation environnementale qui impacte énormément sur la santé des riverains et tous ceux qui sont de passage dans cette zone. Déjà, c'est pas normal. Et nous tous, on se pose la même question, dans toute la ville. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui fait que Gabon Propre Service, jusque-là, ne fait pas le service comme il le faisait avant? Nous, on est vraiment dépassé de voir ça dans nos quartiers, partout là où on passe, que ce soit sur la grande route ou dans nos mapanes. On est tous dépassés. Et vous, en tant que citoyen comme moi, je pense que vous vivez la même situation. Pour certains opérateurs économiques installés en cet espace, la situation demeure assez difficile à gérer. Quand bien même, elle contribuerait à la perte de leur clientèle au point de ne plus répondre pertinemment à la croissance économique de la commune. Ça embête trop parce que parfois les vidéos ils embêtent, surtout quand j'ai les clients assez, ils parlent de ça aussi. Moi-même qui je suis du travail, je suis mal à l'aise, mais j'ai obligé aussi parce qu'il n'y a pas de choix aussi. Parce que les clients viennent déposer les choses, parfois les autres, on ne peut pas attendre que tu puisses finir et qu'ils perdent. Ça amène même les abandonner, les choses chez nous, les tailleurs, les cordonniers, bon. Parce qu'ils ne peuvent pas attendre, parce que les autres dérangent, leur dérangeant, c'est que ce n'est pas de leur faute aussi. Jusqu'avant, on a des aides, les couverts devant. Bon, en ce moment, les couverts arrivent, c'est nous, donc il n'y a plus de Kenyans en ce moment. Bon, si avant, bon, peut-être par jour comme ça, tu peux gagner 50 000. Par exemple, mais en ce moment, bon, 20 000 même, c'est compliqué. Bien, mais depuis le matin même, il n'y a plus aucune personne qui me dit bonjour d'abord. C'est un café, tout, bon, ça nous dérange. Au regard de cette forte accumulation d'ordures ménagères observée dans un quartier qui abrite à la fois la grande décharge publique et les locaux de l'entreprise en charge de la collecte des ordures dans la ville,
sans omettre le centre hospitalier régional de Port-Gentil, il va sans dire que la situation est gravissime, si bien que les odeurs nauséabondes envahissent tant ces différents milieux commerciaux que les ménages. Toutefois, les pouvoirs publics demeurent silencieux face à cet état de fait qui menace la sécurité des populations du quartier Tchengue en particulier et celle de la commune de Port-Gentil en général. Nous restons toujours à Port-Gentil, la capitale économique, et le quotidien s'alourdit pour les employés de Satram qui accumulent plusieurs mois de salaire impayés et eu égard à cette situation, ils n'ont pas trouvé mieux que de s'installer dans les locaux de l'entreprise qui sert désormais de dortoir. Un reportage de nos confrères de Média Plus. En réaction aux expulsions dont ils feraient l'objet de la part de leurs bailleurs respectifs pour arriérés de loyer, les employés de Satram ont choisi d'investir le siège administratif de l'entreprise 6 au centre-ville et de le transformer en refuge. Ce qui m'a motivé à venir avec tous mes habits, mon lit et tout, mes effets, c'est que je travaille dans une boîte qui est Satram et c'est le même Satram qui nous met dans ces mêmes conditions. Et à un moment donné, on ne sait plus ce qui se passe, à quel sens se vouer. Le syndic est là, il nous demande d'attendre, il paye les autres, et nous on est là toujours. Je compte habiter ici jusqu'à nouvel ordre, jusqu'à ce qu'on va tout me régler, parce que là je ne suis plus au niveau d'attendre un salaire. Parce que mon ancienne maison, je dois 950 000. Donc si on me donne un mois, ça ne peut pas résoudre les salaires de 12 mois. Donc jusque quand ils vont me donner tout ce qui est pour moi, et je retourne chez moi à Fougamou. Au-delà de l'allure insolite de ces images, cette réaction traduit le désarroi de ces hommes face à leur situation qui n'évolue pas malgré la mise sous contrôle judiciaire de l'entreprise. Ma présence ici, c'est peut-être ou encore nous, autant que nous sommes ici. Moi, ils m'ont donné un délai jusqu'au 5. Si le 5, je n'ai pas, je suis obligé de libérer la maison. Oui, malheureusement, je serais content de chercher peut-être 20 000 pour prendre le TM. Vous allez voir que demain, si vous revenez, vous allez trouver peut-être plus de 4 lits. Et il y a d'autres, si vous vous rendez du côté du nouveau port, dans le bateau qu'on appelle Granit, dans le tropique, il y a au moins peut-être plus de 10 têtes. Il y a 10 employés, il y a au moins plus de 10 marins. Je parle bien marins parce qu'ils sont obligés d'aller se loger là-bas, parce qu'ils font, c'est des marins. Le logement aujourd'hui, on a trouvé un endroit. La direction générale, c'est un bâtiment qui appartient à Satram. Et nous, on va l'investir. Tant qu'on n'a pas un gain de cause, par rapport à ça, on va investir ce bâtiment jusqu'au dernier bureau. Hein? Voilà. Donc, à un moment donné, on en a marre. On est fatigué maintenant, là. C'est tout. Les autorités, quand on essaie de demander de l'aide, n'arrivent plus à nous aider. Même le tribunal devient incompétent face à cette situation. Parce qu'aujourd'hui, le syndic a pris le travail, cette affaire depuis près de 3 mois. Et jusqu'à aujourd'hui, pas gain de cause. On ne sait pas comment les Gabonais vivent aujourd'hui là. Selon certaines informations, le syndic nommé pour régler la liquidation procéderait au paiement d'un petit groupe d'employés, laissant la majorité sans information. Ce qui ne va pas dans le sens de l'apaisement. C'est donc une triste réalité dans la cité pétrolifère. En religion, comme je l'ai annoncé au sommet de ce journal, commémoration aujourd'hui de l'Ascension qui marque la montée au ciel du Christ sauveur des nations. L'événement n'est pas resté silencieux dans la capitale gabonaise, à l'église Saint-Michel d'Nkembo dans le 2e arrondissement de la commune de Libreville. Une messe a été dite à cette occasion. Les détails avec Inès Mungamombo de la Savane. Les chrétiens catholiques romains du monde entier ont célébré ce jour la fête de l'Ascension, qui symbolise la montée au ciel de Christ. À cet effet, une messe a été dite à l'église Saint-Michel d'Nkembo, occasion propice pour le curé de rappeler à l'assistance la mission de Jésus sur terre. Notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car le Seigneur Jésus, vainqueur du péché et de la mort, est aujourd'hui ce roi de gloire, devant qui s'émerveillent les anges. Il s'élève au plus haut des cieux pour être le juge du monde et le Seigneur des seigneurs, seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il ne s'évade
dégrade pas de notre condition humaine, mais en entrant le premier dans le royaume, il donne aux membres de son corps l'espérance de le rejoindre un jour. Jésus-Christ avait pour mission de sauver l'homme en général du péché afin de lui donner la vie éternelle et l'espérance, d'où sa mort sur la croix du calvaire au lieu d'Igolgotha. Après sa résurrection, le Sauveur est monté au ciel pour nous préparer une place auprès du Père, une commémoration qui n'est pas passée sous silence. De la culture, et c'est sous le double parrainage du ministère du Budget et des Comptes publics et la famille Jérôme Okinda que s'est tenue dans la salle éponyme du dit ministère la cérémonie officielle de vernissage du livre Fragments et témoignages consacré à Monseigneur Jérôme Okinda. Reportage. De culture, de sciences, premier archevêque Marie-Avis du Gabon, ancien député, ancien sénateur, ancien commissaire politique, ancien ministre d'État, ministre de l'économie et des finances, l'œuvre de Jérôme Okinda est colossale. C'est celle-ci qui a poussé les auteurs à la consigner dans un ouvrage dont le vernissage s'est déroulé au ministère du Budget et des Comptes publics dans la salle portant le nom de l'illustre disparu, en présence du ministre du Budget et des Comptes publics, Jean-Fidèle Otando. Cet événement, c'est le vernissage du livre consacré à l'ancien ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et des participations. Je citais le vénérable sénateur Jérôme Okinda, qui est parti au mois de mai 2012. Mesdames et messieurs, il y a quelques mois, tombait sur ma table de travail une demande formulée conjointement par deux universitaires et la famille Okinda qui souhaitaient obtenir mon accord en vue d'organiser dans la salle des actes baptisés du nom de ce haut dignitaire leur manifestation culturelle. En insistant sur la double filiation administrative et symbolique avec l'administration des finances, leur demande ne pouvait que retenir mon attention. Elle donnait en même temps un nouvel écrin à la tradition mémorielle bien ancrée au sein de notre ministère, ainsi que le témoigne la galerie de portraits d'anciens promis de l'État, modèle d'humilité, d'humanité et d'abnégation au travail qui orne les murs de cette salle. Jérôme Okinda. Fragment de vie et témoignages de Monseigneur Jérôme Okinda est un ouvrage qui retrace la vie sociopolitique et administrative de cet ancien ministre de l'économie et des finances, né en 1933 à Omoy, dans le Haut-Ogooué, décédé le 15 mai 2012 à Johannesburg, en Afrique du Sud. Après la première phase de vernissage, la présentation officielle du livre se fera ce samedi à l'immeuble Arambo. Et en rapport avec cette cérémonie de vernissage du livre Fragments et témoignages consacrés à Monseigneur Jérôme Okinda, je vous propose d'écouter à présent quelques anecdotes des personnages qui ont côtoyé Jérôme Okinda de son vivant. C'est le cas particulièrement du premier vice-président du Sénat, Léonard Andjembe, que je vous propose d'écouter. Sur le plan familial, je l'ai bien avec cet homme. Ce n'est pas forcément la parenté biologique, mais clanique et lignagère. Nous nous retrouvons. Et je crois que le professeur Yenga comprendra, expliquerait mieux que moi ce que je suis en train de dire. Alors, connaître Jérôme Okinda, je n'ai pas la prétention. C'était un personnage complexe. Et qui a inspiré beaucoup de jeunes que nous étions dans le Togo, en politique. Je peux dire que Jérôme Okinda est une de ces personnalités qui sont venues en politique
avec fondamentalement devant eux les convictions, le désir de servir à tout prix. Et il a été fait état tout à l'heure de son caractère. Homme de conviction au caractère trempé, sachant dire ce qu'il pense, que ça plaise ou non. Je vais vous donner une anecdote. Avant de venir dans cette salle, un de ses collègues, le sénateur Maté Maniaga, me raconte cette anecdote. Il était ministre des Finances. Et comme on a dit tout à l'heure, il était attaché à régler le problème financier du pays, etc., etc. Il y a des gens qui ne voulaient pas voir, notamment certains opérateurs économiques, plus ou moins véreux qu'ils connaissaient. Alors il y a un blanc qui insiste pour le voir. Il refuse. Il insiste, il refuse. Finalement, il dit, bon, faites-le venir. Le blanc se pointe. C'était début de nouvelle année, nouvel an. Monsieur le ministre d'État, j'ai l'honneur de vous présenter ce cadeau pour machin, machin, machin. Ok, là, le regard dit, mais moi, j'ai un peu pour cette année. Ce n'est plus jamais rencontré des voleurs comme toi. Merci de votre cadeau, mais je n'en veux pas. Et ça s'est passé comme ça. Nous avons ri. Donc, vraiment, je voudrais m'arrêter là. Jérôme Okinda, c'est un pan de l'histoire de notre pays. Un pan de l'histoire de notre pays. Et quand je lis le livre, au-delà même de l'homme et de l'œuvre, et je félicite vraiment les auteurs, c'est un pan de l'histoire de Gabon qui nous a raconté. Et de l'histoire du Haut-Ogooué qui nous a raconté. Et vraiment, je voudrais féliciter les auteurs. Mais vous avez du boulot parce que après Okinda, vous avez Amogo, après Amogo, vous avez ça, professeur Ouaï, vous avez Bongo Fulbert, vous avez, pour ne parler que ceux de votre terroir exact, de votre terroir. Voilà absolument ce que je pouvais dire, chers parents, et je remercie la famille Okinda d'avoir pris l'initiative d'honorer cet homme parce qu'il le mérite. C'était le témoignage de Léonard Andjembe qui a côtoyé au quotidien Jérôme Okinda de son vivant. Chaque 9 mai, l'Europe célèbre sa journée en souvenir à la déclaration de Robert Schuman. 68 ans après, l'Europe donc se prévaloir d'être entrée dans son bel âge, celui de la maturité. Toutefois, elle s'inquiète de la tournure des événements politiques au Gabon. Reportage. 68 ans jour pour jour étaient jetés les jalons de la fondation de l'Europe à l'occasion de la commémoration de la déclaration de Robert Schuman. Aujourd'hui, et au regard de ce qui est fait, l'Europe peut se prévaloir d'être entrée dans son bel âge, celui de la maturité, où elle peut faire face à son histoire et se projeter avec force vers l'avenir, un avenir tant souhaité qui reste à être magnifié, mais dans la main avec l'Afrique. Ainsi, l'Europe se dit très préoccupée aux questions liées à l'amélioration des conditions de vie des Africains. Beaucoup, en effet, s'exposent au péril de leur vie à une immigration clandestine, périlleuse vers l'Occident. Le nouveau plan d'investissement prévoit de mobiliser 44 milliards d'euros d'investissement en Afrique d'ici 2020. Ce qui permettra de créer de nouvelles possibilités d'emploi pour les jeunes sur l'ensemble du continent africain. L'Union européenne est non seulement le voisin le plus proche de l'Afrique, mais aussi le premier investisseur, le principal partenaire commercial, le premier fournisseur d'aide au développement et d'assistance humanitaire, ainsi que le premier contributeur à la paix et à la sécurité en Afrique, en dehors du continent lui-même. Le développement des infrastructures et de l'économie, la préservation des écosystèmes, la bonne gouvernance, la protection des droits de l'homme sont autant de facteurs de développement concourant à la résilience et au développement durable. Au Gabon, pour citer un seul exemple, l'accent en faveur de la jeunesse est mis en vue de résorber le chômage sur la création d'emplois et l'entrepreneuriat via la formation et l'insertion professionnelle d'un projet financé par l'Union européenne en faveur de 1000 jeunes Gabonais et Gabonaises. Un autre projet, toujours dans le domaine de la formation professionnelle, mais plus large et encore plus ambitieux, est actuellement en préparation. Le 9 mai 2016, lors de la fête de l'Europe, la venue d'une mission d'observation électorale au fin de constater le processus électoral au Gabon avait été matérialisée. 2 ans après ce processus, l'Union européenne affirme toujours son inquiétude.
2 ans après, nous constatons que la préoccupation de l'Union européenne de voir le climat apaisé suite aux répercussions de la crise post-électorale est hélas toujours d'actualité. Le dialogue politique intensifié et déclenché dans la phase post-électorale, en conformité avec les clauses de l'accord de Cotonou, n'a à ce jour pas été mené à terme. La situation des droits de l'homme a été décriée, entre autres, au niveau du Conseil des droits de l'homme et auprès du Haut Commissariat des droits de l'homme des Nations Unies. Les dispositifs juridiques qui encadrent notre coopération visent à favoriser le maintien des équilibres afin de prémunir les parties contre tout glissement néfaste pour les pays et leur population. Pour cette raison, mais notamment dans l'intérêt du peuple gabonais et de la jeunesse gabonaise, nous exprimons notre espoir que ces questions seront traitées et résolues vigoureusement et avec détermination. Helmut Kühlet, ambassadeur de l'Union européenne au Gabon, réaffirme le partenariat qui le lie à la communauté économique des États de l'Afrique centrale en faveur de l'intégration régionale. En politique, le nouveau gouvernement Issou Ngonde III, qui a prêté serment il y a près de 72 heures, demeure une source de controverse aussi bien en milieu politique qu'en milieu syndical. Liancel Libama, syndicaliste, a donné son point de vue sur la question. Il est au micro de Pierre Parfait Mbadikoumbre. Quelqu'un disait que la folie consiste à faire les mêmes choses pour obtenir les mêmes résultats. Pour moi, ce gouvernement est un fait divers. D'autant plus que depuis 1990, nous avons toujours connu, après des élections frauduleuses qui sont mal passées, nous avons toujours connu des gouvernements d'union, des gouvernements de transition, des gouvernements d'ouverture, etc., etc. Mais les résultats sont toujours restés les mêmes. Les Gabonais aujourd'hui sont dubitatifs. Parce que nous ne pouvons pas comprendre que la Cour constitutionnelle sanctionne un gouvernement pour ne pas avoir respecté ses engagements, renvoie le Parlement et le président de la République reconduit les principaux responsables de cet échec. Donc on ne peut pas renouveler, on ne peut pas reconduire une équipe qui a échoué. Donc nous ne nous attendons pas à autre chose qu'à un échec. Et pour notre part, nous pensions sincèrement que ce gouvernement et d'autres actions antérieures participent à la légitimation du pouvoir. Parce que nous n'avons pas besoin de ce type de gouvernement pour que les engagements du président de la République en termes de route, en termes d'habitat, en termes d'école, en termes de santé puissent s'améliorer. Vous êtes sans ignorer que toutes les décisions prises par exemple par le président de la République le 31 décembre n'ont toujours pas eu d'effectivité. Donc, et ce sont les mêmes personnes qui sont là. Donc on ne peut pas demander à un extropié de faire un 100 mètres. C'est pourquoi nous disons que le pays a tout à gagner à revenir sur la vérité des urnes, à revenir sur nos morts, parce que nos plaies ne pourront jamais bien se cicatriser si nous ne revenons pas à la vérité des urnes, si nous ne revenons pas à ce qui s'est passé. L'Amérique et le Moyen-Orient constituent les deux escales de la page étrangère de cette édition d'information. D'abord, en Amérique, 3 ressortissants américains détenus en Corée du Nord ont été libérés et sont en route vers les États-Unis. Ainsi a annoncé le président américain Donald Trump sur son compte Twitter. Reportage. Ces images datent de mars 2016. On y voit l'Américain Kim Dong-chul assistant à son procès à Pyongyang. 1 mois plus tard, il est condamné à 10 ans de travaux forcés pour subversion et espionnage. En 2017, comme lui, 2 autres Américains sont arrêtés en Corée du Nord. Depuis, les États-Unis n'ont cessé d'exiger leur libération.
Et c'est chose faite ce mercredi, après la visite du secrétaire d'État à Pyongyang. Je suis ravi de vous informer que le secrétaire d'État Mike Pompeo est dans les airs, de retour de Corée du Nord, avec 3 merveilleux messieurs que tout le monde a hâte de rencontrer. Ils semblent être en bonne santé. La rencontre avec Kim Jong-un s'est aussi bien passée. La date et le lieu du sommet ont été fixés. Le président américain a affirmé qu'il donnerait la date et le lieu de la rencontre avec Kim Jong-un dans les 3 jours. Il a précisé qu'elle n'aurait pas lieu à la frontière intercoréenne. La libération des 3 prisonniers sonne comme un symbole d'une relation apaisée entre la Corée du Nord et les États-Unis. Elle était l'une des conditions posées par Donald Trump pour organiser un sommet avec son homologue nord-coréen. Lors de cette rencontre, qui aura lieu le mois prochain, le président américain et Kim Jong-un évoqueront notamment la dénucléarisation du régime nord-coréen. Un sujet sur lequel sont revenus les chefs d'État japonais, chinois et sud-coréens à Tokyo ce mercredi lors d'un sommet. Tous se sont accordés pour exiger une dénucléarisation complète de la péninsule coréenne, afin d'aboutir à une normalisation des relations avec Pyongyang. Au Moyen-Orient, précisément en Irak et à Mossoul, le nettoyage se poursuit après la défaite de l'État islamique dans cette ville. Mais en attendant, plus de 2 millions d'Irakiens sont sans abri après avoir fui les combats en attendant le calme. Reportage. 10 mois après la défaite de l'organisation État islamique à Mossoul, la vieille ville n'est toujours qu'un tas de ruines. Les candidats aux prochaines élections ont tout de même fait campagne dans ces quartiers. Les opérations de nettoyage se sont multipliées ces dernières semaines. Les hommes politiques qui les financent tentent ainsi d'attirer l'attention. Chacun s'assure qu'une banderole affiche bien haut leur nom, mais cela ne suffit pas à gagner des électeurs. Jarala, lui, a dû financer de sa poche la reconstruction de son magasin. Ma maison a été détruite, comme vous le voyez là-bas. Mon magasin ici a également été détruit. Mais on n'a reçu aucune compensation financière. Les candidats viennent et distribuent de la farine, de l'eau. Merci, mais on ne peut pas vivre que de ça. Pour qui pourrais-je voter? Dites-moi pour qui. Nommez seulement une personne qui travaillera réellement pour nous. Nous ne bénéficierons de rien du tout. Plus de 2 millions d'Irakiens sont toujours déplacés après avoir fui les combats contre l'organisation État islamique. Beaucoup vivent toujours dans des camps temporaires comme celui-ci. À l'extérieur du camp de Hassan Cham, au Kurdistan irakien, des affiches de campagne promettent un futur meilleur. À l'intérieur, le désespoir et le cynisme règnent. Chaque candidat vient nous voir et nous dit « Vote pour moi, vote pour moi ». Ils disent « Nous allons vous apporter ça et ça ». Ils nous ont promis de faire de nos tentes des mobil-homes résistants, mais nous n'avons rien reçu. Abdulrahman et sa famille ont fui la région de Sinjar, à majorité yézidi. Aujourd'hui, les actes de vengeance envers les sunnites se multiplient. Pour Abdulrahman, le retour est impossible. Les milices yézidis ont tué des familles arabes. L'organisation État islamique a créé une division entre les communautés à Sinjar. Ni les Kurdes, ni les Arabes n'ont pu retourner sur ces terres jusqu'à aujourd'hui. La précédente guerre contre l'organisation État islamique a laissé de profondes blessures. Peu d'Irakiens espèrent encore que les élections à venir ouvriront le chemin vers un futur meilleur. Du sport à présent, le Gabon, par l'entremise de la Fédération gabonaise de football, FEGAFOOT, bénéficie de plusieurs millions de la part de la Fédération internationale de football association FIFA. Mais sur le terrain, rien ne justifie la dépense de ces millions, comme pour s'interroger où va l'argent de la FIFA au Gabon. Le récit est de Sima Ella Ulrich. La Fédération gabonaise de football est une association membre de la FIFA depuis plusieurs années et depuis 2002, le Gabon a bénéficié énormément des revenus de cette institution. Des dizaines de millions que les présidents fédéraux passés à la tête de la FEGAFOOT servent à leur guise et dont certains pensent qu'ils ne doivent pas les justifier. L'improvisation des missions bat son plein. Parfois, les déplacements avec les différentes sélections se transforment en loisirs familial ou amical, d'où on trouve au sein des délégations les femmes, les enfants, les frères, les sœurs et les amis des dirigeants du football gabonais, tout frais payés par la fédération. Depuis Placide Nganjas à Léon Ababé, aucune réalisation ne s'est faite. Quant à Pierre-Alain Mungengi, qui se frotte les mains par quelques petites réalisations, mais qui ne justifie pas la masse d'argent envoyée par la première institution mondiale de football. La petite des dirigeants du football gabonais se référence, les projets lancés par la FIFA aboutissent rarement et jamais complètement.
La construction du centre national ultramoderne appelé Projet Gaulle reste l'ombre de lui-même. Les bâtiments inachevés croupissent dans les airs. Seul son stade est opérationnel après l'arrivée de l'équipe Mungengi. Au niveau national, aucune réalisation n'appartient à la FEGAFOOT. En les cherchant bien, on ne retrouve pas l'illustration des millions de la FIFA au Gabon. Quand on connaît le fonctionnement de cette institution et on regarde le silence de la FIFA sur ces détournements visibles, on se pose la question si la FEGAFOOT n'est-elle pas en complicité avec certains gestionnaires financiers de la FIFA. Le cabinet d'audit appelé KPMG, qui fait les audits sur l'utilisation des fonds, est considéré par certains comme étant un service à l'appétit des présidents fédéraux. Parfois, le vote du président de la FIFA peut être un maillon permettant à certaines fédérations d'avoir de l'influence sur la FIFA. Un continent comme l'Afrique dispose plus d'associations, au total 52 sur 209. Le bureau de la FIFA préfère asseoir son pouvoir en fermant les yeux sur la dépense archaïque. Encore du sport. Il y a quelques jours de la rencontre contre la Côte d'Ivoire, rencontre capitale comptant pour les préliminaires de la Coupe d'Afrique des Nations U20 prévue pour se tenir au Niger courant de cette année. Les Panthères du Gabon version U20 sont dans une situation délicate. Yasser Nicolandon, reportage. À moins d'une semaine du match contre la Côte d'Ivoire, comptant pour les préliminaires de la Coupe d'Afrique des Nations des U20 prévue au Niger en 2019, les Panthères du Gabon de moins de 20 ans font face à des multiples problèmes d'intendance qui affectent la bonne préparation des joueurs. Lassé par la situation, Hervé Angou avait récemment critiqué la situation sur les antennes de Gabon Télévision, en évoquant les maux que vivent nos jeunes joueurs. En dépit de leur belle performance jusqu'ici, cette jeune sélection n'attire pas le regard qui lui est mérité. Désormais ministre en charge du sport, lassant les différents mots qu'Alain-Claude Bidivinze aura la lourde charge. Remettre en place le football gabonais et tous ses compartiments, y compris le sport sur le plan national. A noter la dernière sortie en match amical contre le RCL, les Panthéros ont fait bonne mine. Score final, 0 but partout. En expression libre, avant de nous séparer, Inès Ngungamombo de la Savane vous a posé la question de savoir que signifie l'Ascension. Nous célébrons la fête de l'Assomption, la montée de Marie au ciel. Qu'est-ce que nous célébrons? La fête de l'Assomption. Hein? La fête de l'Ascension. Ça veut dire au moment où le Christ est monté au ciel. Donc comme ça se dit, Ascension, ça veut dire monter. Je crois que c'est la Pentecôte. La fête de l'Ascension, signifie que c'est le jour que Jésus est monté au ciel. Que signifie la fête de l'Ascension? La fête de l'Ascension, c'est la montée du Christ au ciel, chez son Père. Je réponds là en tant que chrétien catholique. L'Ascension commémorée ce 10 mai 2018 symbolise la montée de Christ Jésus au ciel. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir regardé.